Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Il fut un magistrat compétent et courtois. Mamadou Badio Camara a rejoint ce vendredi sa dernière demeure. Sa levée du corps a refusé du monde de la famille judiciaire. Sa deuxième famille n'a pas tari d'éloges à l'endroit du défunt président du Conseil constitutionnel. Réunion d'anticipation et de préparation de l'hivernage 2025. Tous les acteurs impliqués dans la gestion des inondations ont été réunis par le ministre de l'Hydraulique. Rencontre au cours de laquelle la cartographie des zones inondables a été présentée à l'autorité. Vaste rassemblement des travailleurs en proie à un licenciement jugé abusif, une forfaiture selon les concernés qui ont organisé une marche rouge pour sonner l'alerte. Le chef de l'exécutif, le président Diomaye Faye, a été directement interpellé. Et puis Cannes U17 au Maroc, fin de l'aventure pour les Lionceaux éliminés en quart de finale. Ils ont été éliminés de la course par les Éléphantos de Côte d'Ivoire à l'issue d'une séance de tir au but. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la cérémonie de levée du corps du président du Conseil constitutionnel qui s'est tenue ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Le président de la République, la famille judiciaire, sa deuxième famille, des présidents des institutions ont tenu à adresser un suprême adieu à un intellectuel rigoureux et méthodique. Selon les présents, Mamadou Badio Camara fut un magistrat compétent et très courtois. Alassane Ba et Alioune Diagne y étaient pour nous compte rendu. C'est toute la République qui a tenu à rendre un dernier hommage au défunt président du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, les présidents des institutions, sa famille biologique et sa famille judiciaire, tous ont salué la mémoire d'un serviteur exemplaire de l'État de droit, un homme de principe au riche parcours qui inspire. Il nous laisse orphelin d'un intellectuel rigoureux et méthodique, d'un serviteur exemplaire de l'état de droit, toujours soucieux du bien-être de ses collaborateurs, à tous les échelons. De l'émotion, il y en a eu. L'ancien président de l'Assemblée nationale dit avoir perdu un frère. Beaucoup d'entre vous se demandent sans doute pourquoi Moustapha Niasse. Cet homme était mon ami. Pendant des décennies, et je l'appelais le grand petit frère. Quand j'étais malade, mi-février, mi-mars en France, il était malade à Genève. Nous sommes rentrés presque en même temps. Nous nous voyions régulièrement, presque chaque mois, 2 fois. Je lui faisais une confiance totale. Et la réciproque était vraie en ce qui le concerne vis-à-vis de ma modeste personne. J'ai perdu un frère. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, garde encore dans sa tête les fortes recommandations formulées par Mamadou Badio Camara à son endroit sur l'exercice du pouvoir. Il retient de lui un magistrat rigoureux, compétent, humble et à la parole mesurée. Les générations de magistrats que vous avez formés à l'école de magistrature garderont les souvenirs de vos compétences pédagogiques, reposant sur une rigueur intellectuelle sans commune mesure. Durant votre carrière, vous avez su susciter le respect et l'admiration de vos pairs et de toute la grande famille judiciaire. Mais au-delà des fonctions et des titres, il y avait l'homme. L'homme que ses amis racontent comme étant bienveillant, discret, courtois, toujours à l'écoute. La vie du président Mamadou Badio Camara a été que d'utilité. Utilité pour sa nation, qu'il a eu à servir à travers la magistrature depuis 1977. Position de magistrat qu'il a occupé avec brio, mais aussi un homme d'une humanité extraordinaire, reconnu aussi bien dans le milieu professionnel que dans son milieu social. Le désormais défunt président du Conseil constitutionnel part laissant derrière lui une famille judiciaire orpheline.
mais son riche parcours continuera d'inspirer les plus jeunes. Il va reposer au cimetière de Pikine. À la une de l'actualité politique, l'ancien parlementaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, qui soutient les magistrats de la Cour des comptes et confirme le rapport publié face à la presse, le président du mouvement Nekkal Fi Askan Wi a dénoncé des pratiques jugées malsaines effectuées par des responsables de l'ancien régime. Il a déploré un manque de communication de la part des nouveaux dirigeants sur la loi interprétative de la loi d'amnistie. Eh bien, Bara Mbacké Dolly estime qu'il appartient désormais à la justice de faire son travail. Je vous propose de l'écouter. Nous ne sommes pas surpris par le rapport de la Cour des comptes. Nous avons toujours dénoncé certaines pratiques des responsables de l'ancien régime et d'ailleurs nous l'avons dit dans notre livre rouge. Toute cette polémique ne sert à rien et essayer de salir le travail de la Cour des comptes, c'est perdre son temps. Tout ce que la Cour a dit est vrai. La Cour a toujours produit des rapports qui sont ensuite rangés dans des tiroirs et c'était l'œuvre de l'ancien président. Nous avons constaté que l'opposition a occupé les plateaux télé et les responsables du régime actuel sont restés à fond. Ce n'est pas normal, il faut revoir la communication. Je voudrais aussi souligner que nous saluons l'initiative du député Amadou Ba sur la loi interprétative de la loi d'amnistie. Il n'a fait que respecter la loi. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Je vous l'annonçais en titre, l'hivernage 2025 approche à grands pas et le ministre de l'Hydraulique a décidé de prendre les devants avec une grande réunion réunissant tous les acteurs autour de la gestion des inondations, rencontre au cours de laquelle la cartographie des zones inondables lui a été présentée. Le point, c'est avec Fatou Bintou Conté et Diallo. Pour la prévention et la gestion des inondations, une réunion d'envergure a été organisée par le ministère de l'Hydraulique où tous les services concernés y ont pris part. Avec cette réunion qui est une première en matière de mobilisation des acteurs, il s'agit pour nous de l'entrée en matière. On démarre le processus menant à l'hivernage 2025 avec une approche différente en nous basant sur les orientations très claires données par M. le Président de la République. Et vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines en Conseil des ministres, il avait donné des instructions pour démarrer et accélérer les travaux pré-hivernage, de curage, de nettoyage et de focardage des bassins, d'ouverture des voies d'eau, mais surtout, et c'est le plus important, de mobilisation des acteurs communautaires, de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales et autres pour venir en appui à l'État afin de gérer cet hivernage différemment. Ainsi, une cartographie de toutes les zones inondables a été présentée lors de cette réunion. Cette réunion est l'entrée en matière qui permet de mobiliser, d'organiser et de tracer le chemin pour avoir une meilleure gestion de l'hivernage à venir. Oui, vous savez qu'aujourd'hui on a fini de faire la cartographie des zones inondables du pays, de l'ensemble des régions. Nous avons une parfaite maîtrise de la connaissance du risque d'inondation dans tout le pays. Avant le 15 juillet, délai de rigueur, tous les travaux de curage, entre autres, doivent être faits. Il faut prépositionner les stations de pompage et les descentes électriques. Tout ça est fait. Partout, il faut réhabiliter ou, disons, fortifier des ouvrages, des digues et autres. C'est en cours. Partout également où il faut mener rapidement d'autres travaux. Pour parer à d'éventuelles inondations, le ministre de l'Hydraulique compte faire le suivi de tous les travaux afin de s'assurer que le travail a été bien fait. Le Trésor public sénégalais a procédé à la clôture anticipée de son emprunt obligataire par appel public à l'épargne après avoir mobilisé plus de 405 milliards de francs CFA, soit près de 3 fois le montant initialement sollicité fixé à 150 milliards de francs CFA. Cette levée de fonds a été réalisée en moins de 15 jours, traduisant un engouement exceptionnel du marché. Piloté par Invictus Capital and Finance en qualité d'arrangeur principal et chef de file de l'opération, cette émission marque une étape importante dans la stratégie de financement du développement national par l'épargne régionale. Elle met en évidence la solidité du climat des affaires au Sénégal ainsi que la confiance des investisseurs et enfin la crédibilité de la signature souveraine du pays.
Je vous l'annonçais en titre, vaste rassemblement des travailleurs licenciés. Ils ont organisé une marche rouge pour dénoncer les licenciements abusifs dont ils sont l'objet depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Ils sont au nombre, ces travailleurs, de 30 814 licenciés à ce jour. Ils disent être prêts à se battre afin d'obtenir gain de cause. Le collectif demande au gouvernement de réagir au plus vite. Reportage Fatima Touré, Modou Diop. Près de 30 841 travailleurs sont licenciés depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Annonce faite par le Rassemblement des travailleurs du Sénégal. Tout le sens de cette marche rouge pour dénoncer ces licenciements jugés abusifs. L'objectif de cette marche est de l'arrêter parce que nous, en tant que des citoyens responsables, en tant que collectif, nous avons saisi le président de la République depuis le 30 janvier, depuis le 29 janvier, le ministre du Travail depuis le 30 janvier, le Haut Conseil du dialogue social et les 165 députés de l'Assemblée nationale ont été saisis par courrier. Mais nous déplorons aussi aujourd'hui le silence radio de cette Assemblée nationale qui est pressée de voter une loi d'interprétation en laissant des Sénégalais qui sont disloqués, qui sont dévincés de leur poste et leurs familles sont en train d'être disloquées. Ces travailleurs disent être droits dans leurs bottes jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Si le gouvernement ne nous reçoit pas, nous faisons vers une première mai rouge. Après cette première mai, chaque vendredi de chaque mois, nous organisons une marche et même programmer des demandes d'asile dans beaucoup d'ambassades parce que nous ne sentons plus en sécurité dans notre pays où on avait nos contrats. L'ancien ministre du Travail, Sambassi, est venu apporter son soutien aux travailleurs. Oui, il y a un savant amalgame qui est créé de manière volontaire. Il va de soi que certaines personnes qui sont ici, elles vous le diront de vive voix, ce sont des personnes qui ont des contrats en bonne et due forme et des contrats qui sont parfois des contrats en fait qui leur permettraient de rester dans la durée dans le travail. Ce sont des contrats à durée indéterminée. Ces gens-là, on leur reproche simplement de ne pas appartenir au bon camp. Ce n'est pas juste. Depuis l'installation des nouvelles autorités, des licenciements sont notés dans tous les secteurs, déclare le Rassemblement des travailleurs. Ils demandent au gouvernement de réagir face à cette injustice. Ce constat dans le nord, un manque d'eau pour le bétail dans de nombreux villages du département de Podor. Plus de 140 000 têtes s'approvisionnent dans un seul forage, une pénurie d'eau qui impacte gravement la santé des animaux. Les éleveurs du département de Podor se sont aussi prononcés sur la tabaski qui se profile à l'horizon. Ils mettent en garde l'État et réclament des financements à temps pour bien approvisionner le marché. Les détails, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Les éleveurs du département de Podor sont très inquiets à cause de la situation dans le nord du pays. Actuellement, des milliers de bêtes se retrouvent à Yarelao à cause du manque d'eau et de la cherté de l'aliment de bétail. Et puis hier aujourd'hui, on peut dire que c'est le plus grand forage parmi les forages du Sénégal en matière de bétail. Donc c'est un forage que nous demandons à l'État de nous venir en aide en matière d'eau. À Yarelao, on note chaque jour la présence de 140 000 têtes dans le forage. Les éleveurs sollicitent l'accompagnement de l'État pour nourrir le bétail pendant la saison sèche. C'est estimé plus de 140 000 têtes de bétail par année. Parce que ces bétails que vous voyez, il y en a d'autres qui viennent que demain. Donc si tous les bétails se rassemblent ici, vous allez voir qu'ils ne peuvent pas boire ici. Et puis maintenant, même beaucoup de bétail n'arrivent pas à boire ici. Parce que aussi, il y a des fontaines, il y a des fontaines qu'on a tirées de 7 km de chaque côté. Mais là-bas, l'eau n'existe plus là-bas. À moins de 2 mois de la tabaski, les éleveurs rassurent le gouvernement pour une autosuffisance en moutons à condition que les financements soient libérés à temps. Pour la coopérative des agriculteurs, producteurs et éleveurs du Sénégal, l'État doit redoubler d'efforts pour accompagner les éleveurs du Nord. Pour la tabaski, nous attendons les financements pour bien approvisionner le marché. Si l'État nous accompagne, on peut assurer l'approvisionnement dans toutes les régions. Mais s'il y a des retards, on aura encore des problèmes. Donc l'État doit octroyer des financements aux éleveurs du Nord. Aujourd'hui, les éleveurs sont très préoccupés à cause du manque d'eau dans le nord du pays, surtout dans le département de Podor. Ils souhaitent l'accompagnement de l'État du Sénégal, surtout du ministre de l'Élevage. Trafic international de bois entre le Sénégal et la Gambie. De grands arbres de calycédra coupés par des malfaiteurs
ont été saisis par l'association des volontaires pour la protection de l'environnement avec l'aide de la brigade mixte de gendarmerie de Bunkiling. Les trafiquants ont aussi provoqué un feu de brousse d'une distance de 9 km entre Dialokunda au Sénégal et Nyoro Diabata en Gambie. Pour rappel, dans cette partie du département de Bunkiling frontalière à la Gambie, des tonnes et des tonnes de troncs d'arbres sont souvent emportés vers le pays voisin. Bakary Conté, Khalid Jamé pour le point. Les malfaiteurs ont d'abord créé un feu de brousse. Ils ont allumé la forêt sur une distance de 9 km entre le Sénégal et la Gambie avant de procéder à la coupe de grands arbres de Caïcédra. Et 7 ont été déjà éliminés. Il restait seulement l'acheminement vers la Gambie. L'association des volontaires pour la protection de l'environnement a saisi la gendarmerie. Quand j'ai attendu les nouvelles, les matins partis sur les eaux et forêts qui est ici à Dialokunda. Tu sais, Dialokunda, il y a des postes maintenant aux et forêts qui a construit par les AVPE. C'est de ça appelé inspecteur régional, mais il n'est pas pris, peut-être il est occupé. Mais vraiment, c'est de ça appelé le CB, commandant brigade gendarmerie. Ce qu'il m'a dit, c'est bien. Sans donner une difficulté carburant, des choses comme ça. Mais il est déjà arrivé encore. Vous voyez, tous les constats qu'on a fait, on est parti avec lui. Parce que les forces de sécurité et de défense, c'est la sécurité de défense pour tout. S'il n'y a pas les eaux et forêts, il y a les douanes, il peut faire son travail. Il y a les gendarmeries, il peut faire son travail. Si lui là, il n'est pas là, tu appelles d'autres. Malgré l'installation d'un poste des eaux et forêts à Dialokunda, le trafic international de bois prend de l'ampleur, une situation que déplorent les populations du Kabada. Vraiment, les administrations sont déjà affectées ici, les Assans. Mais ce qui est malheureux, vraiment, il n'y a pas de résultats. Depuis qu'ils sont venus, le couple, les producteurs de charbon et de ça augmentent. Nous, se demandons ça, c'est pourquoi. Parce qu'ici, il n'y a pas de forêt aménagée. Personne n'a pas de droit ici à produire charbon ou bien couper de bois. Il n'y a pas. Mais ça multiplie. Pour rappel, le mois de décembre dernier, la brigade de gendarmerie mixte de Bunkiling avait saisi 74 troncs d'arbres. Les populations du Kabada demandent au président de la République de leur venir en aide dans les plus brefs délais. Les conflits fonciers et la sécurisation foncière au cœur des échanges lors des 72 heures du géomètre expert. L'Ordre national des experts géomètres du Sénégal veut apporter sa contribution à la problématique de la gestion foncière. L'événement d'envergure internationale qui a réuni des acteurs majeurs du foncier, mais aussi de l'aménagement du territoire, va permettre de donner des orientations aux autorités sur les réformes envisagées pour le secteur. Je vous propose d'écouter tout de suite Mamadou Lamine Fall, président de l'Ordre des géomètres experts. Il nous en dit plus au micro de Yaya Diallo. La sécurisation foncière est un problème global. Un seul secteur ne peut pas sécuriser le foncier. Il faut l'agrégation, en tout cas, des compétences et des efforts des différents secteurs qui sont impliqués dans la gestion foncière pour aider, en tout cas, à une bonne sécurisation foncière et aussi à la réalisation des objectifs que nous nous fixons. Ça aidera les autorités. Les nouvelles autorités préparent une réforme foncière. Nous verserons le fruit de nos réflexions également dans le panier de réflexion. Et je pense que ce sera important parce que les géomètres experts, c'est des professionnels. Quand je dis géomètres experts, il y a les géomètres experts, mais il y a les géomètres du cadastre. Et nous avons réfléchi ensemble. Le foncier urbain a des problèmes, le foncier rural a des problèmes, les acteurs sont multiples. Quand tout le monde aura travaillé, il faut que le juriste crée un cadre qui permettra de réguler les choses normalement. Donc voilà l'objectif qui était fixé à ces 72 heures. Nous l'avons fait en relation avec notre tutelle. Le foncier doit permettre de régler les problèmes. La terre nous nourrit, la terre nous abrite. Donc tout le monde a besoin de la terre. Surtout, il faut éviter toute spéculation sur la terre. Il faut éviter tout esprit d'accaparement. Il faut que ça soit une gestion aussi intégrée, le foncier. Allez, nous quittons Dakar, destination Keur Hassan Mbaye Mengen, un village à proximité des sociétés minières.
Sur place, il y manque de tout, de l'eau, de l'électricité. S'y ajoute la recrudescence des accidents mortels sur la piste latéritique qui travaille le village. Ceci hante le sommeil des populations qui dénoncent aussi la fermeture de tous les puits qui alimentent ce village. Le reportage est signé Charanta Diop et Seylatia. Kër Assane Mbaye Mbenguène, un village à cheval sur les communes de Darou Khoudoss et de Meouane. L'accès au village est extrêmement difficile du fait de son enclavement. En plus, la route qui traverse le village, exploitée par GCO, Grande Côte Operation, leur crée toutes les peines du monde selon les populations. On a une centaine de villages qui sont touchés par les travaux des entreprises locaux. Nous notons que la route n'est pas goudronnée et souvent on note des accidents qui sont fréquents, mortels. L'année dernière, nous avons noté 4 accidents ici. Ce n'est pas tout. Le village est aussi confronté à un problème d'eau et d'électricité. Ici au village, nous retenons des problèmes majeurs d'eau, d'électricité. Nous notons aussi des puits qui sont bloqués. On ignore les raisons même. Les forages qui sont bloqués. Nous avons noté que durant tout le mois de Ramadan, on avait des problèmes d'eau. Et jusqu'à présent, même pour l'électricité, on peine à en trouver. Vous voyez, partout il y a des plaques solaires ici au niveau. Alors que là, on a un grand village qui devrait être soutenu et aidé. On a assez de terres fertiles, de bonnes terres. On a aussi un potentiel d'eau fréquent, non exploité. Du fait de leur proximité avec GCO, les habitants de Kër Assane Mbaye Mbenguène lancent un appel à l'endroit de l'entreprise minière pour une assistance dans le cadre de la RSE par rapport surtout à l'emploi des jeunes et au financement de certains projets. Parlons à présent de ce dialogue entre astronomie et religion à Saint-Louis, suivi d'observations du ciel pour Dar Dieg, géographe et géomaticien à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le thème a permis aux religieux de comprendre que l'astronomie et la religion peuvent bien aller ensemble. Il a aussi salué les explications scientifiques faites en présence des enfants pour les inviter à aimer cette science. Le professeur Dardien que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop. D'ateliers, une journée de conférence, un dialogue plutôt autour de la religion et de l'astronomie. Et tout ceci dans le cadre de la caravane Space Bus et qui justement permet aux élèves des écoles de venir découvrir avec des ateliers scientifiques, des méthodes, de découvrir plein de choses autour de l'astronomie, de découvrir la science. Le principe étant de faire une promotion de la science à travers l'astronomie. Et vraiment, ça a été magnifique. On a vu une grande passion autour de l'astronomie, autour de la religion. Et des questions ont fusé de partout. Les réponses ont été abordées, mais des réponses très, très, très modérées parce que les scientifiques sont très humbles. Ils ont été très humbles et ils ont prouvé leur humilité avec ce qu'a dit la religion. Allez, le sport à présent, 2025 qui débute hélas mal pour les équipes nationales du Sénégal avec la CAN U17 au Maroc. La succession du Sénégal est ouverte. Les Lionceaux U17 s'arrêtent en quart de finale de la CAN de cette catégorie. Ils sont sortis par les Éléphantos de la Côte d'Ivoire à l'issue de la séance de tir au but 3-5. Le score était de 0 partout à la fin du temps réglementaire. Et puis la cérémonie des remises des clés du stade Léopold Sédar Senghor entièrement rénové s'est tenue aujourd'hui. La ministre des Sports, Khadija Ndiaye, a reçu les clés des mains des représentants chinois, partenaires du projet. Ces travaux, je rappelle, avaient débuté en 2022 et aujourd'hui, cette infrastructure fait partie des stades fonctionnels du pays. Le reportage est signé Yaïkoum Bandiaï. Le Sénégal est de retour dans le concert des nations et surtout au plan sportif avec la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Cette rénovation est le fruit de la coopération sino-sénégalaise. Je suis empli de joie, de fierté, mais aussi d'une profonde gratitude en cette journée de réception des clés du stade Léopold Sédar Senghor, fraîchement rénové grâce à la coopération exemplaire entre nos deux pays. Ce stade qui porte depuis 2001 le nom de notre illustre poète président Léopold Sédar Senghor a été le théâtre de moments inoubliables de l'histoire sportive de notre nation. La chargée des affaires chinoises représentant de l'ambassadeur de la Chine est revenue sur la qualité des relations entre les deux pays et espère que d'autres structures s'en suivront.
La cérémonie de remise d'aujourd'hui marque non seulement la finalisation de ce projet, mais aussi une nouvelle étape dans la coopération pragmatique entre la Chine et le Sénégal. Actuellement, la Chine mène de nombreux projets d'aide au Sénégal, couvrant de divers domaines tels que les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'éducation et la formation, etc. Selon le président de la Fédération de tennis, la rénovation du stade est une grande avancée pour le sport sénégalais. L'habilitation du stade Léopold Sédar Senghor, ce haut lieu de mémoire collective, renforce notre conviction que le sport n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. Un investissement dans la jeunesse, un investissement dans la cohésion sociale, un investissement également pour l'image et la souveraineté de notre pays. Mais, et cela est essentiel à rappeler. Ce stade olympique est un chef-d'œuvre estimé à 20 milliards de francs CFA. L'ouvrage abritera bientôt les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. La deuxième partie de Soir d'Info, nous parlons de liberté de la presse.